honorable assistance, permettez-moi d'abord de remercier mes amis de l'association des praticiens algériens libéraux, des pneumologues, algériens libéraux, la PAL, de m'avoir donné cette opportunité pour échanger avec mes collègues et présenter ce travail intitulé « Impact du tabagisme sur la santé respiratoire dans le monde et en Algérie ». Alors nous essayons brièvement d'évoquer les effets du tabac sur l'appareil respiratoire. Ensuite, nous soulignons le fait qu'il constitue une menace pour la planète et nous mettons en exergue son impact sur la santé respiratoire. Et enfin, nous allons dérouler quelques mesures de lutte contre le tabagisme. Alors, fumeurs dans la salle, je peux vous aider. Il y va de votre santé, celle de votre famille, de votre environnement et surtout de votre portefeuille. Chers amis, il faut savoir qu'il doit y avoir une incompatibilité médecin-tabac. C'est la règle. On ne peut pas être fumeur et pouvoir convaincre les patients. Donc, l'éteindre mieux que vous éteindre. Alors, identifions les produits du tabac. Donc, tout le monde sait qu'il est composé de la nicotine, du goudron, du monoxyde de carbone, 59 composés quand même très toxiques et cancérigènes, plus de 4500 constituants, les particules, les gaz ou les vapeurs, et savoir qu'une cigarette par jour par an, ça correspond à 7 kg de tabac. Alors, son action, c'est d'abord une chaleur de combustion de 850 degrés Celsius. Vous imaginez, et qui va libérer ces milliers de substances toxiques. Effet direct sur le revêtement muqueux, passage des produits toxiques dans le sang via la membrane alvéolo-capillaire. Alors, quel effet sur l'appareil respiratoire? Il est clair que le tabac agit au niveau de l'épithélium bronchique, et donc il détruit l'escalator mucociliaire, donc il est à l'origine de la toux. Il entraîne une hyperplasie des glandes muqueuses, bronchite chronique, et la métaplasie qui est le lit du cancer bronchique. Alors, au niveau des petites voies aériennes, également il agit, et donc il entraîne une diminution de la fonction pulmonaire, il entraîne un dysfonctionnement des macrophages alvéolaires et il entraîne une hémoglobine impropre au transport d'oxygène. Alors, l'effet du tabac sur la fonction respiratoire a été démontré il y a 47 ans par Fletcher et Peto, en mettant en exergue le fait que le tabac entraîne rapidement le déclin de la fonction respiratoire, et quand on arrête le tabac à 45 ans, le déclin est ralenti, et ceci va permettre de prévenir la BPCO. Alors, effectivement, le tabac est une menace pour la simple et unique raison que chez les fumeurs âgés de 15 ans et plus, la consommation est ubiquitaire. On le voit de par le monde ici, partout, et l'incidence ou bien la prévalence, elle est très importante, entre 35 et 45%, dans les pays, notamment le Myanmar, 44%, l'Indonésie, 39%, la Turquie, 30%, en Russie, 26%, en Chine, 29%, et en Algérie, 21%. Alors, le nombre de consommateurs globaux de par le monde, c'est plus d'1 milliard de personnes qui fument. Et parmi ces 1 milliard de consommateurs de tabac, 995 millions sont des fumeurs actifs et 890 millions consomment de la cigarette. Et sur le plan prédominance, on note clairement la prédominance masculine, puisque plus d'1 milliard de fumeurs sont de sexe masculin et 224 millions de sexe féminin. Alors, en matière de consommation globale de par le monde, on voit, c'est donc le sud-est asiatique qui l'emporte au niveau de tout tabac, c'est 340 millions, l'Europe, 113 millions, et bien entendu le Pacifique occidental, c'est 346 millions. Il faut savoir aussi que la tendance de la prévalence globale du tabac est à la baisse, heureusement, puisque en 2000, elle était autour de 32%, et elle va atteindre 18% en 2030. Alors, le tabac est dangereux, morbide et mortel, puisque 8 millions de décès chaque année, plus d'1 million meurent de la fumée secondaire, on l'appelait auparavant le tabagisme passif, 80% du milliard de fumeurs vivent dans les pays pauvres, malheureusement, et 63% des décès dus aux maladies non transmissibles sont imputables au tabac. Alors, la mortalité due au tabac, on le voit ici à travers cette infographie, et on voit qu'au Groenland, par exemple,
elle est autour de 193 pour 100 000 habitants. En Mongolie, c'est 166. En Indonésie, ou bien la Nouvelle-Guinée, c'est 161%. En Algérie, elle est autour de 76%. En tant que facteur de risque, il est le deuxième facteur de risque après l'hypertension artérielle, puisqu'il est à l'origine de 8 millions de décès de par le monde. Alors, la fumée secondaire, qu'on appelait auparavant aussi le tabagisme passif, tue plus d'1 million de patients non-fumeurs par an. Il faut savoir que les principales causes qui sont à l'origine du décès de cette fumée secondaire, c'est d'abord les pathologies cardiaques ischémiques, la BPCO, l'AVC, le diabète type 2, le cancer et même le cancer du sein. Alors, qu'en est-il en Algérie? Plusieurs enquêtes ont été réalisées, notamment le GITS en 2013, le GATS en 2010, Stepwise OMS 2016-2017. Et donc, la prévalence se situe entre 7 et 29%, la moyenne autour de 21%. Le sexe masculin l'emporte, 42%, le sexe féminin autour de 6%. Chez les adolescents, la prévalence est de 9%, 13-15 ans, 17% chez les garçons, 2,6% au niveau des filles. Cette enquête, nous avons fait par notre ami le professeur Benani à Oran, et on a trouvé presque les mêmes chiffres. 15 000 décès sont imputables au tabac, notamment 4 000 dus au cancer bronchique, et on a vu il y a quelques années l'apparition du narguilé et de la chicha qui est malheureusement démocratisé au niveau du pays. Alors, il faut savoir que la nicotine est un alcaloïde faussaire tueur. C'est l'acteur central de la dépendance, de l'addiction. Eh bien, il faut savoir que, après avoir inhalé la fumée du tabac, 90% de la nicotine se trouve dans les poumons. Et en 7 secondes, elle est au niveau du système de récompense, le système limbique, le cerveau des émotions. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va mimer l'action des ligands physiologiques des récepteurs de l'acétylcholine, c'est-à-dire elle va remplacer la dopamine qui prodigue le plaisir, et elle va donc, le patient va sentir ce qu'on appelle le plaisir, et il va y avoir une perte par ce patient du contrôle de l'usage de la substance, et il dira que c'est plus fort que moi. Ce sera donc une faillite de la volonté, des manifestations physiques et psychiques, et bien entendu une dépendance physique, comportementale et psychologique. Une exposition précoce, notamment chez les adolescents, une courte demi-vie plasmatique et une vulnérabilité génétique sont à l'origine de cette dépendance tabagique qui est due à la nicotine, qui est une drogue addictive et qui va être à l'origine de cette dépendance, du sévrage et du fameux craving, c'est-à-dire la sensation impérieuse de fumer. Il s'agit en fait d'un cumul ou de dépôt de millions de bouffées de fumée dans les poumons qui seraient à l'origine de ces maladies graves et mortelles qu'on va voir après. Le syndrome du sévrage, c'est là où le médecin doit agir, puisqu'il s'agit de la première semaine après le sévrage qu'il faut prendre en considération. C'est là que le patient doit résister. Et là, on va aborder la puissance et la férocité de l'industrie du tabac, puisqu'il dispose de vastes ressources financières et d'une habileté en marketing. Regardez par exemple Philip Morris, ça engrange 74 milliards de dollars, et le revenu global de ces industries, 65 milliards, dépasse la somme des PIB de 6 pays, que vous voyez ici, Costa Rica, le Sénégal, etc. Et malgré la baisse de la prévalence, cette industrie commence à agir en nous inventant ce qu'on appelle les nouveaux produits de tabac et la nicotine via la stratégie de la réduction de la nocivité du tabac. Ils actent qu'il s'agit d'une réduction de la nocivité du tabac par la cigarette électronique, par les produits de tabac chauffés qui fonctionnent par des appareils électriques et par les sachets de nicotine. En réalité, chers amis, ces nouveaux produits de tabac sont aussi dangereux que le tabac traditionnel. Alors, nous allons aller vers les méfaits du tabagisme sur la santé respiratoire. Nous connaissons tous la vulnérabilité de l'appareil respiratoire. Et donc, nous savons que 36 millions décèdent via des maladies non transmissibles, 17 millions de maladies cardiovasculaires. Le coût annuel des maladies respiratoires est autour de 100 milliards d'euros.
En Algérie, le taux de décès des maladies respiratoires, 75% chez les hommes et 39% chez les femmes. Les pathologies respiratoires qui sont imputables à l'addiction à la nicotine, c'est surtout le cancer bronchique et la BPCO. Il aggrave l'asthme, bien entendu, et il est à l'origine donc d'un handicap, de la mortalité et de l'handicap respiratoire. Alors, qu'en est-il des maladies respiratoires selon la CIM-10? La BPCO, le taux de mortalité, c'est 25-75% et ça engrange 60 milliards de dollars. L'asthme, la mortalité est autour de 1 à 9 pour 100 000 habitants, c'est 20 milliards de dollars. Le cancer bronchique, c'est une incidence de 20 pour 100 000 habitants. Qu'en est-il en Algérie? La prévalence de la BPCO est autour de 4,9%, celle de l'asthme autour de 3,7%, et le cancer, l'incidence est de 25 pour 100 000 habitants. Deux études que nous avons menées à Oran montrent que chez les BPCO, 91% ce sont des fumeurs, ce qui équivaut à 1 750 000 de bouffées de fumeurs. Chez les cancéreux, 92% sont fumeurs, ce qui équivaut à 1 750 000 et 3 500 000 de bouffées de fumée au niveau des poumons. Eh bien, regardons ça, c'est un poumon sain, et l'emphysème post-tabagique, c'est une destruction des cloisons alvéolaires, et voilà donc l'emphysème post-tabagique qui est à l'origine d'un emphysème bulleux et donc d'une insuffisance respiratoire. Ce travail publié dans le New England Journal en 2008 fait la différence entre une branche d'un non-fumeur et une branche d'un fumeur qui est caractérisée par donc l'étroitesse du diamètre et puis l'épaisseur de la paroi et la destruction des alvéoles. En fin de compte, il entraîne également un handicap, notamment celui de l'handicap du BPCO. C'est une déficience de la fonction bronchique et bronchiolo-alvéolaire qui est à l'origine de la dyspnée d'effort, de la limitation d'activité, donc de l'intolérance à l'effort, de la sédentarité, la marginalisation et donc une détérioration de la qualité de vie du patient. Alors, sur le plan socio-coût économique, c'est faramineux puisqu'on voit les coûts directs et indirects en Europe autour de 38 milliards d'euros et les pertes de 41 000 journées de travail équivaut à des pertes de productivité de 28 milliards de dollars par an. Alors, quelles sont les mesures? Nous allons, on fait gagner un peu de temps en cette session, les mesures de lutte contre le tabagisme. Eh bien, d'abord, il y a la Convention cadre de lutte anti-tabac qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'OMS en 2003 par 195 pays. Et puis, la stratégie Empower et la fumée, un environnement sans fumée. Et donc, la législation de notre pays, la Convention cadre a été signée par notre pays le 20 juin 2003 et ratifiée le 30 juin 2006. Il y a tout un décret qui gère la lutte anti-tabac, mais sur le terrain, ce n'est pas applicable puisque les espaces publics sont, on va dire, dépassés par la fumée secondaire. Alors là, qu'est-ce que la stratégie Empower? D'abord, c'est la surveillance du tabac et mettre en place des politiques de prévention. Ensuite, protéger la population de la consommation, réduire cette consommation du tabac, et puis aider celles et ceux qui veulent arrêter le tabac, alerter sur les dangers du tabac et interdire la publicité et la promotion du tabac et bien entendu augmenter les taxes, c'est ça qui est très important. Aux États-Unis, la taxe est passée à 90 $ et donc ça commence à entraîner du sévrage tabagique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la stratégie Empower? Elle va réduire la consommation du tabac, elle va protéger donc la population du tabagisme, elle va motiver les fumeurs d'arrêter de fumer et interdire, voire prévenir la consommation du tabac. Regardez, depuis l'application d'au moins une mesure de cette stratégie, on est passé en 2007 de 44 pays à 151 pays, c'est-à-dire 70% de la population mondiale, c'est-à-dire plus de 5 milliards, qui ont appliqué au moins une mesure de cette stratégie. Et puis la tendance globale de la consommation du tabac est à la baisse, comme on le voit clairement.
S'il vous plaît, il y a une voiture, la I30, qui bloque la circulation du parking. I30, si vous pouvez, s'il vous plaît, voilà, libérer le... Merci. Alors, la tendance de la prévalence est à la baisse. Chez les fumeurs de 15 ans et plus, on voit chez le sexe masculin, elle passe de 49 à 30% depuis l'application de la stratégie Empower et bien entendu la convention cadre. Et chez le sexe féminin, elle passe de 16% à 5%. Et la surveillance de par le monde, on voit ces pays qui travaillent bien, qui appliquent la stratégie Empower. Ici, c'est la Russie, donc la Mongolie, la Chine, les pays européens, l'Australie, les États-Unis, le Brésil et le Chili. D'autres pays, notamment en Afrique, doivent encore travailler. Alors, les campagnes anti-tabac via les médias, là aussi, il n'y a que quelques pays qui y travaillent d'une manière intense. Donc, c'est au niveau du sud de l'Asie, la Russie notamment, quelques pays africains, l'Afrique du Sud, aux États-Unis. Notre pays doit encore travailler concernant les campagnes de lutte anti-tabac. L'augmentation des taxes, là aussi, peu de pays y travaillent. On voit ici l'Australie, quelques pays européens, la Scandinavie, et donc le Brésil et le Chili et l'Argentine. Ces pays avaient comme objectif de réduire de 30% la consommation de tabac, et on voit que 56 pays ont réussi, et 94 pays vont vers la diminution de la prévalence du tabac en 2010 et 2025. Alors, la fumée, un environnement sans fumée est l'objectif de pas mal de pays, et on le voit ici réalisé par ces pays en bleu, notamment en Russie, en Australie, et en Égypte quand même, d'autres pays africains doivent travailler, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Nous allons donc terminer pour dire qu'il faut démystifier certain nombre de mythes, c'est-à-dire que dire que fumer à côté d'une fenêtre ne va pas augmenter la fumée secondaire, c'est faux. Fumer dans une chambre fermée, quelqu'un chez lui, ça ne va pas propager la fumée, c'est faux. Utiliser la ventilation ou l'air conditionné pour ne pas diffuser la fumée secondaire, c'est faux. Et également, fumer dans un balcon, c'est également faux. C'est-à-dire qu'il faut arrêter carrément de fumer n'importe où. Alors, quels sont les slogans actuels? C'est d'abord pour une réduction, d'ailleurs, c'est la journée sans tabac aujourd'hui, pour une réduction de la nocivité du tabac, pour un environnement sans fumée, c'est ça qui est très important, éliminer de l'environnement la fumée. Et l'Union européenne envisage en 2040 une génération sans tabac. Nous terminons pour dire que, d'abord, le tabac demeure un véritable fléau mondial, une arme de destruction massive, imposée par le lobby des multinationales aux grandes dames des Nations Unies. Et puis, 15 ans après l'introduction de la stratégie Empower, des progrès ont été accomplis. On a vu la tendance à la baisse, puisque le nombre de pays ayant appliqué au moins une mesure Empower est passé de 44 à 151, c'est-à-dire 70% de la population mondiale. En Algérie, le laxisme et l'indifférence des pouvoirs publics, ainsi que le manque de pugnacité des professionnels de la santé et de la société civile participeraient malheureusement à perpétuer l'épidémie tabagique, d'où la sonnette d'alarme pour donc stimuler, sensibiliser d'abord les professionnels de la santé, les politiques et la société civile, et je vous remercie.